Alors, je porte tous les symptômes d'un handicap invisible qui touche un grand nombre de chefs d'entreprise. Je suis un homme, blanc, entre 35 et 55 ans, hétérosexuel. J'ai un bac+5 en poche et je suis considéré comme valide. Alors, est-ce qu'il y en a dans la salle qui sont touchés par les mêmes symptômes? Merci de lever le bras. C'est timide quand même. Au fond, à droite. Je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes un facteur de risque pour la performance de votre entreprise. C'est triste. Alors pour moi, ça n'a pas toujours été le cas, heureusement. C'est le quartier de Bècheville aux Mureaux, une belle cité comme la France a su en produire, qui m'a vu grandir les 11 premières années de ma vie. Alors les Mureaux, pour moi, c'est le bac à sable à jouer au foot avec mon frère, Mehdi, Philippe, faire péter des pétards mammouths dans les caves avec un bruit incroyable, c'est d'aller me promener dans la forêt de Bècheville, entre l'hôpital psychiatrique et les bunkers, à essayer de les ouvrir avec des masses. Et puis les Mureaux, c'est aussi pour moi mes grands-parents, espagnols, immigrés, chez qui j'ai passé beaucoup de temps. Et comme d'autres, ils avaient fui le régime de Franco, à bord d'une petite barque, une nuit, avec un gros pot de riz au lait pour que mon oncle, encore bébé, se taise au passage et qu'il ne se fasse pas repérer. Et je pense qu'il est écœuré de ça aujourd'hui. Et c'est chez mes grands-parents espagnols que j'ai rencontré pour la première fois la dépendance liée au handicap. Mon grand-oncle, l'oncle Julio, était un homme grand, fort, avec une voix puissante, qui racontait des histoires incroyables sur la guerre d'Espagne avec mon grand-père. Et l'oncle Julio était aveugle. Et je me souviens de cette fascination que j'avais pour lui quelque part, et parfois je l'emmenais acheter du pain, tout simplement. Il me tenait le bras avec sa main gauche, la canne dans la main droite, on discutait. Et j'étais quand même fasciné, j'étais porté par, d'un côté, la responsabilité de le guider, avec du haut de mes 6 ans, et puis en même temps, le respect que j'avais pour cette personne-là. Et puis à 11 ans, mon père, qui travaillait dans une entreprise de restauration, s'est mis à son compte comme artisan traiteur. Et on est parti à 10 km de là, c'était pas très loin, dans une ville beaucoup plus riche, où j'ai rencontré d'autres gens, d'autres origines, tout aussi riches, culturellement et humainement, et je me suis adapté. Et puis j'ai fait mes études, je suis venu à Lyon pour la première fois, magnifique, vous avez une belle ville quand même. Et puis, le naturel nous rappelle, et je rentre à Paris pour commencer à travailler dans le monde associatif. Alors c'était top, finalité sociétale au rendez-vous. Par contre, côté efficacité, le monde associatif, c'est pas toujours ça. Du coup, 2 ans plus tard, je pars en Normandie. Je prends un poste de directeur financier dans un groupe industriel. Et là, il y avait du process, de l'organisation. Mais alors, côté finalité sociétale, j'y étais pas et j'y trouvais pas mon compte. Et puis, par une belle journée ensoleillée et chaude, comme aujourd'hui, sur le port de Dieppe, mon pote de fac me rend visite et on boit une bière, Rémi. Et puis, il me parle de la boîte de son père, qui approche de la retraite et qui se pose la question de sa sortie. Et cette boîte-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rend la ville accessible aux personnes déficientes visuelles. Waouh! Est-ce que ce ne serait pas la synthèse de mes 2 aspirations? Avoir les moyens, faire des choses efficaces, et de l'autre côté, avoir une finalité sociétale. Et du coup, banco. Famille sous le bras, on retourne à Lyon. Cool. La Normandie, c'est bien, j'adore. Un peu humide quand même. Et du coup, on rachète l'entreprise avec un 3e larron, Martin, son frère. On la développe. On passe de 10 à 50 salariés. Et puis, en 2018, on gagne le trophée de l'entreprise inclusive, le trophée Lumière de l'entreprise inclusive. La matérialisation finalement d'une vision qu'on a eue depuis longtemps. Parce que pendant ces 10 années-là, avec Rémi et Martin, on a fait plein de choses. Mais ce n'était pas le fruit d'une théorie managériale, ce n'était pas le fruit de concepts posés. C'était des choses qu'on avait dans nos tripes qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a recruté des gens, comme Lise et Yannick, des personnes incroyables, aveugles au demeurant, mais qui ont accompagné ce projet, qui l'accompagnent encore au commerce, à la com. C'est aussi Yvan, Kevin, qu'on a mis sur les chantiers. Oui, ils sont sourds, muets. Bon,
mais ils font quand même très très bien leur job. C'est aussi l'histoire de Hammer, qu'on a recruté suite à un partenariat avec l'Adapte du Rhône, qui était un ingénieur irakien, mais qui a eu un accident, qui est devenu cérébro-lésé. Il voulait retravailler dans la technique, et ben on lui a permis de retourner dans la technique en travaillant chez nous. Et puis dans un autre registre, c'est Edine et Nermine, 2 jeunes bosniaques qui arrivent en France, ne parlent pas très bien français, mais ils ont une énergie incroyable. Alors du coup, on va leur filer un coup de main. On va les aider à avoir leurs papiers, à prendre des cours de français. Aujourd'hui, ils sont conducteurs de travaux chez nous. Et ils sont hyper engagés dans leur job. Mais en 2010, quand je parle de ce qu'on fait finalement avec d'autres entrepreneurs, j'ai un peu l'impression de passer pour un extraterrestre. J'ai un peu l'impression qu'on se dit, tiens, lui, c'est un gauchiste un peu naïf, ou c'est un opportuniste un peu cynique. Parce que finalement, est-ce que la question de la discrimination n'est pas le fait de l'État? Ce n'est pas le job de l'entreprise. Alors, pour essayer de trouver des réponses, je n'ai pas d'argument pour prouver que la diversité, l'inclusion en entreprise, c'est une source de performance. Donc je vais rentrer à l'APM, l'Association Progrès pour le Management, qui est une petite organisation qui ne fait pas trop de bruit, mais qui héberge 8000 chefs d'entreprise, curieux, ouverts, qui se posent plein de questions sur le monde dans lequel on vit. Et j'y trouve des réponses. Et à l'APM, je rencontre aussi, notamment, Hugues de Bantel, certains le connaissent peut-être. Hugues de Bantel, c'est le patron d'une start-up lyonnaise qui s'appelle Cosmotech. Il vient de lever 18 millions d'euros. Hugues de Bantel, il a 80 salariés dans sa boîte, 15 nationalités et 30% de femmes. Dans la tech, c'est pas mal. Et quand on demande à Hugues, c'est quoi la clé de ta réussite? C'est quoi la clé de la réussite de ton projet aujourd'hui? Il a une réponse qui est très claire. La diversité. Mais pourquoi moi, en tant que chef d'entreprise, je devrais intégrer cette diversité-là? Est-ce que c'est vraiment mon rôle? Et est-ce que je dois prendre le risque de mettre en péril mon entreprise pour la question de la diversité? Eh bien, la réponse que je vous propose, c'est que justement, dans un monde complexe, qui va si vite et qui est aussi compétitif, l'entreprise inclusive est une réponse performante. Dans un rapport de 2015 qui s'appelle Diversity Matters, le cabinet McKinsey a étudié 366 entreprises aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine et en Angleterre. 366 entreprises sur une longue durée. Et qu'est-ce qui ressort de cette étude-là? Les entreprises avec un haut niveau de diversité culturelle et ethnique sont 35% plus à même d'avoir des résultats plus performants que les mêmes de leur secteur. 35%. Celles qui ont un haut niveau de parité, 15% de résultats supérieurs à celles de leur secteur. Donc oui, l'entreprise inclusive est source de performance. On associe souvent les startups à la jeunesse, l'innovation. Il faut être jeune pour comprendre le monde dans lequel on vit. Et là, c'est un groupe de chercheurs qui nous apporte la réponse, notamment des chercheurs du MIT. Quel est l'âge moyen des créateurs de startups qui cartonnent? Je ne vous parle pas des créations de startups en général. Là, on parle de performance. C'est 20 ans, 25 ans, 30 ans? 45 ans. Les startups qui cartonnent sont créées par des gens qui ont en moyenne 45 ans. Bonne nouvelle, l'âge n'est pas un handicap. Donc dans vos entreprises, n'oubliez pas d'avoir une pyramide des âges la plus étendue possible. Ce sera une source de performance. Et là, je vous renvoie à ce que vient de dire Sandrine. Et puis pour finir ces exemples, il y a une étude de France Stratégie. Là, je vous ai parlé des États-Unis, d'autres pays, mais une étude de France Stratégie. En 2016 qui est sortie. France Stratégie, c'est pas des rigolos, quoi. C'est un bureau, un organisme d'études et de prospective qui est rattaché au cabinet du Premier ministre. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que la réduction des discriminations liées aux femmes et aux minorités créerait 150 milliards de PIB supplémentaires, 7%. 150 milliards. Donc oui, l'entreprise inclusive est source de performance, au niveau microéconomique, mais aussi au niveau macroéconomique. Alors qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que chef d'entreprise, pour créer une entreprise plus inclusive, avec de la diversité? Ben, mauvaise nouvelle, j'ai pas de truc tout fait à vous donner. J'ai pas un process ISO 9000 à vous donner pour réaliser une entreprise inclusive et performante. Par contre, il y a des biais cognitifs qu'on peut
sur lesquels on peut prendre conscience et puis travailler pour éviter de ne pas être inclusif. Le premier biais cognitif, finalement, que je vous propose, c'est celui du mimétisme, celui que tu as décrit juste avant, quelque part, ce n'était pas prévu, mais ça illustre très bien le propos, c'est qu'on va aller chercher à recruter des gens qui nous ressemblent. On va aller chercher dans des catégories qui sont proches des nôtres. Et je vous rassure, ce n'est pas que les chefs d'entreprise qui ont ce biais-là. Les DRH, les cadres qui vont recruter pour nos entreprises ont exactement ce même biais cognitif. Pourquoi ? Parce qu'aussi, on a peur d'avoir du mal à gérer des gens qui sont différents. Mais l'entreprise inclusive est source de performance, ne l'oubliez pas. Et puis en tant que chef d'entreprise, finalement, on a une responsabilité. Et comme dirait le célèbre philosophe très connu, Peter Parker, alias Spider-Man, à grand pouvoir, grande responsabilité. Donc ça doit bien partir de nous, cette initiative-là. Ensuite, la vraie diversité, c'est de multiplier les facteurs de diversité. La Harvard Business Review, que tu citais tout à l'heure, nous en parle. Là, c'est Stanford qui a mené des études. Notre cerveau, par fainéantise, va considérer qu'on est une entreprise diverse à partir du moment où on remplit un des critères de la diversité. Ça y est, j'ai 3-4 minorités dans mon entreprise, j'ai de la diversité. Non, ça c'est aussi un biais cognitif. Les facteurs de diversité sont multiples. Ayons-le en tête. Et puis enfin, je vais vous livrer une profonde conviction que j'ai. Pour passer de la diversité à l'inclusion, il faut être convaincu que chaque membre de nos équipes doit pouvoir être lui-même sur son lieu de travail. Ne pas chercher à porter un masque, à jouer un rôle, à essayer de rentrer dans une culture dominante qui est celle de l'entreprise. Parce que cette énergie-là qu'on va mettre, que vous avez certainement vécu, vous individuellement, dans un groupe dans lequel vous ne vous sentiez pas vous-même et dans lequel vous essayez de jouer un rôle pour vous conformer à ce groupe-là, c'est de la perte d'énergie. Donc faites en sorte, si possible, que vos salariés puissent être eux-mêmes dans votre entreprise. Parce que les 10, 20, 30% d'énergie que ça va dégager, c'est ce qui va servir à faire de l'intelligence collective, de la performance, du résultat et de la satisfaction collective de réaliser quelque chose de plus grand. Alors oui, c'est certainement un peu grâce à cette histoire, grâce aux Muraux, que je partage aujourd'hui avec Rémi et Martin un beau projet entrepreneurial qui est et inclusif et performant. Et j'en suis convaincu, l'entreprise inclusive sera un standard demain. L'entreprise de demain sera inclusive. Les grandes évolutions sociales passent par 3 étapes que décrit très bien Schopenhauer. Le ridicule, la peur, l'évidence. Malheureusement, encore aujourd'hui, de nombreuses entreprises considèrent la diversité et l'inclusion comme ridicules. Mon espoir aujourd'hui, c'est vous faire passer directement du ridicule à l'évidence. Je vous remercie.